Bonjour, je vous propose de voir en une dizaine de minutes les éléments essentiels sur la fibrose pulmonaire idiopathique avec les aspects de définition, de conduite du diagnostic d'abord étiologique, puis les critères diagnostiques radiologiques et histopathologiques, l'algorithme diagnostique et quelques éléments sur l'évolution et le traitement de cette maladie. Ce cours s'adresse aux étudiants en médecine dans le cadre du deuxième cycle des études médicales. Alors, pour ce qui est de la définition, la fibrose pulmonaire idiopathique est définie par un aspect de pneumopathie interstitielle commune, ou PIC, ou UIP en anglais, dans un contexte idiopathique. Le diagnostic nécessite donc d'abord de préciser le caractère idiopathique de la maladie, et ensuite d'identifier cet aspect de PIC, soit au scanner thoracique, soit par une biopsie pulmonaire, le plus souvent vidéochirurgicale, parfois par cryobiopsie, si le scanner thoracique n'est pas suffisamment caractéristique. Et le diagnostic est finalement posé dans une discussion multidisciplinaire qui réunit des experts, cliniciens, radiologues et anatomopathologistes. Alors, en bref, c'est la plus fréquente, la FPI, 60% environ, des pneumopathies interstitielles diffuses idiopathiques, avec environ 5 nouveaux cas pour 100 000 habitants par an. Mais c'est aussi la plus grave des pneumopathies interstitielles diffuses chroniques, avec une médiane de survie de 3 ans. Elle survient toujours après 50 ans et en général après l'âge de 60 ans, avec une prédominance masculine, avec 70% de patients qui sont fumeurs ou anciens fumeurs, et avec 5 à 10% de cas chez lesquels on peut identifier des formes familiales, où on identifie parfois des mutations de gènes, plutôt du complexe de la télomérase, parfois des gènes des apoprotéines du surfactant. Tous les patients présentent à un moment donné une dyspnée d'effort qui est progressive, d'abord pour les efforts importants, puis à terme pour la vie quotidienne, et la toux sèche est également fréquente. Alors, à l'examen, ce qui est caractéristique, c'est la présence de râles crépitants qui sont entendus au niveau des bases, qui sont constants. Ces râles crépitants ont une tonalité sèche et ils reproduisent le bruit du velcro, comme lorsqu'on le déplisse doucement, comme je suis en train de le faire. L'hypocratisme digital est présent dans 25 à 50% des cas et il n'y a pas de signe extra-respiratoire. Le lavage alvéolaire n'est pas toujours réalisé, on le fait surtout lorsque l'aspect au scanner thoracique n'est pas absolument caractéristique et il montre une augmentation modérée du pourcentage des neutrophiles, entre 5 et 20%, souvent avec quelques éosinophiles également. À l'exploration fonctionnelle respiratoire, on trouve un profil typique des pneumopathies interstitielles diffuses, c'est-à-dire un trouble ventilatoire restrictif, une diminution du transfert du CO et une hypoxémie, d'abord à l'effort, puis éventuellement au repos. Alors le clinicien a un rôle essentiel, c'est celui d'exclure les principales causes de pneumopathie interstitielle diffuse par l'interrogatoire, l'examen, la biologie et parfois faire appel à des spécialistes. D'abord, on recherche des causes possibles de pneumopathie interstitielle diffuse qui soient médicamenteuses et on peut s'aider pour cela de la base de données pneumotox.com qui les recense. On recherche une exposition à des agents inhalés, en particulier l'amiante, et on peut s'aider de questionnaires standardisés ou d'une consultation des maladies professionnelles. On recherche une exposition à des agents qui peuvent causer des pneumopathies d'hypersensibilité. Il y a pour cela des listes standardisées. Et on peut faire un dosage de précipitine lorsqu'il existe une exposition pertinente ou lorsqu'on a une suspicion clinique de pneumopathie d'hypersensibilité. Et on recherche les connectivites à l'interrogatoire, à l'examen clinique et avec une biologie auto-immune systématique qui comporte au minimum des anticorps antinucléaires, des anticorps anti-CCP, antisynthétase, qui peut être étendue en fonction des signes qui sont présents et de la suspicion clinique de connectivité. Alors on se tourne maintenant vers l'imagerie. Et l'imagerie est essentielle pour le diagnostic de cette maladie. Voici un aspect caractéristique du scanner thoracique en coupe parenchymateuse d'une fibrose pulmonaire idiopathique, ici malheureusement à un stade avancé, et on va s'efforcer de faire un diagnostic plus précoce. Alors le diagnostic radiologique il repose sur l'aspect de pneumopathie interstitielle commune certaine au scanner thoracique avec ces 4 critères qui sont dans les recommandations internationales.
D'abord, la maladie prédomine au niveau des bases et prédomine en région sous-pleurale. Il s'agit de réticulation, de bronchectasie avec du rayon de miel, et la présence du rayon de miel est un critère essentiel de l'aspect de pic certaine, et enfin l'absence de signes qui soient incompatibles avec ce diagnostic. Alors, souvent, manque le critère aspect de rayon de miel, et on parlera alors d'aspect de pic possible et non plus certaine au scanner thoracique, et dans ces cas-là, on discute la réalisation d'une biopsie pulmonaire pour confirmer le diagnostic. Alors, qu'est-ce que ce sont que les opacités réticulaires ou réticulation? C'est l'accentuation ou la visualisation de structures anatomiques qui sont normalement non visibles, ici dans un exemple de fibrose pulmonaire idiopathique. Surtout, ce qu'il faut savoir reconnaître, c'est l'aspect en rayon de miel. Et ici, tous les mots sont importants dans cette définition. L'aspect en rayon de miel est fait de kystes aériques, contigus, sous-pleuraux, avec une paroi bien définie, qui mesure 3 à 10 mm de diamètre, parfois jusqu'à 2 cm et demi, et le plus souvent en couches successives avec une assise sous-pleurale. C'est ça qui définit l'aspect en rayon de miel, qui est essentiel pour la définition de l'aspect de pic certaine au scanner thoracique, qui elle-même permet de porter le diagnostic de FPI si on est bien dans un contexte idiopathique. Alors souvent, l'aspect en rayon de miel manque et des bronchectasies par traction peuvent être présentes. Il s'agit de dilatation de bronches au sein d'une zone de réticulation ou au sein d'une zone de rayon de miel qui traduisent également une fibrose idiopathique mais qui sont au moins spécifiques de cette maladie. Et puis des signes au contraire permettent d'orienter vers d'autres maladies s'il y a une prédominance au sommet ou à la région moyenne des poumons, une prédominance péribroncovasculaire, beaucoup de verres dépolis, beaucoup de micronodules, beaucoup de kystes, un aspect en mosaïque, trapage aérique ou des condensations segmentaires ou lobaires. Ces signes sont incompatibles avec l'aspect de pic. Alors, lorsqu'une biopsie pulmonaire est réalisée, on va rechercher également l'aspect de pic, avec évidemment des critères cette fois histopathologiques. Et les principaux critères histologiques de pic sont la mise en évidence au microscope d'une fibrose pulmonaire qui est marquée, qui entraîne un remodelage de l'architecture des poumons et qui prédomine dans la région sous-pleurale et paraseptale des poumons et qui peut s'associer à un aspect microscopique en rayon de miel. Deuxièmement, cette fibrose est disséminée, c'est-à-dire qu'il y a géographiquement une alternance de territoires atteints par la fibrose et de territoires préservés. Et troisièmement, on identifie des foyers fibroblastiques, c'est-à-dire des zones de prolifération de fibroblastes et de myofibroblastes dont on pense qu'ils sont de la fibrose active en voie de constitution. Et puis quatrièmement, on n'identifie pas de signes qui orientent vers un autre diagnostic, en particulier des granulomes ou une inflammation marquée à distance du rayon de miel. Alors ce schéma résume l'algorithme diagnostique de la fibrose pulmonaire idiopathique lorsqu'elle est suspectée. On commence par rechercher une cause. Et si on identifie une cause, c'est un autre diagnostic qui va être porté. S'il n'y a pas de cause, on s'intéresse au scanner thoracique. S'il montre un aspect de pic certaine, le diagnostic de FPI est confirmé. Si le scanner thoracique montre un aspect de pic possible ou un autre aspect, on discute la réalisation d'une biopsie pulmonaire vidéochirurgicale qui ne sera réalisée que si elle est jugée sans risque pour le patient. La discussion multidisciplinaire peut être conduite avant la biopsie et évidemment toujours après la biopsie pulmonaire pour permettre un diagnostic qui sera celui soit de FPI, soit un autre diagnostic. Et parfois, on propose un diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique, diagnostic de travail ou diagnostic provisoire pour marquer le fait qu'il peut y avoir un degré d'incertitude diagnostique et que l'on affine le diagnostic en fonction de l'évolution et d'autres signes qui puissent apparaître au cours de l'évolution. Alors, quelques mots seulement sur l'évolution de cette maladie et sa prise en charge. D'abord, l'évolution. Malheureusement, l'évolution est le plus souvent lentement progressive vers l'insuffisance respiratoire chronique, avec la possibilité de poussées aiguës
d'aggravation de la fibrose, dont la mortalité est élevée, qui surviennent dans un cas sur 10 environ en 2 ans d'évolution, donc qui ne sont pas très fréquentes, mais qui sont particulièrement graves. Il peut survenir en cours d'évolution une hypertension pulmonaire, qui est parfois grave, et au total, la médiane de survie est de 3 ans, c'est-à-dire que la moitié des patients sont décédés 3 ans après que le diagnostic a été porté, lorsqu'il est porté de façon tout à fait formelle. Au sein de cette population de patients, bien sûr, il y a une grande hétérogénéité et souvent la maladie est moins grave, parfois elle évolue plus rapidement. Alors, la chose très positive, c'est qu'on dispose de traitements pour cette maladie. 2 médicaments ralentissent l'évolution chronique, environ ralentissent de moitié. On propose également de traiter le reflux gastro-œsophagien s'il est présent, parce qu'on pense qu'il peut aggraver l'évolution de la maladie. Les symptômes peuvent être pris en charge par la réhabilitation respiratoire, parfois l'oxygénothérapie si elle est indiquée, ou des traitements symptomatiques. Et puis la transplantation, le plus souvent d'un poumon, peut être envisagée lorsqu'il n'y a pas de contre-indication ou pas trop de comorbidité, en particulier chez les personnes de moins de 65 ans, un âge qui est variable en fonction des équipes et des comorbidités. Donc les points clés qu'il faut retenir aujourd'hui sur la fibrose pulmonaire idiopathique, c'est d'abord que c'est la maladie la plus fréquente et la plus grave des pnéumopathies interstitielles diffuses idiopathiques, et qu'elle est définie par cet aspect de pic au scanner et ou à la biopsie pulmonaire. Que sur le plan clinique, la maladie survient après 50 ans et en général après 60 ans, et qu'il y a des râles crépitants velcro à l'auscultation des bases pulmonaires. L'enquête étiologique est essentielle, elle repose sur l'interrogatoire, sur le bilan biologique auto-humain, et le scanner thoracique confirme le diagnostic s'il montre un aspect de pic certaine et oriente le diagnostic dans les autres cas. On dispose d'un traitement antifibrosant qui ralentit l'aggravation progressive de cette maladie et réduirait également la mortalité. Je vous remercie.